17 mars 1945. Les rues éventrées de Remagen, en Allemagne. Le soldat Hans Becker est accroupi dans les décombres de ce qui était autrefois une boulangerie. Son arme anti-char Panzer est posée en équilibre sur ses genoux tandis que le grondement caractéristique du moteur d'un char Sherman résonne contre les murs brisés à 2 pâtés de maison de là. Il a 19 ans. Il porte l'uniforme depuis 6 semaines. Et il est sur le point de faire quelque chose qui pourrait lui valoir une cour martiale. Les chenilles du Sherman mordent les pavés, se rapprochant dans un grincement sourd. Le chef d'escouade de Becker est mort. Son caporal est mort. Toute la position défensive s'est effondrée 20 minutes plus tôt, et maintenant il est seul, avec une arme qui n'a tiré que 2 fois l'entraînement. Il pousse la goupille d'activation vers l'avant, cale le tube contre son épaule et vise le char qui surgit au coin de la rue, à 60 mètres de distance. Il appuie sur le mécanisme de tir. Rien ne se passe. L'amorce ne s'est pas enflammée. Le Panzerfaust, la réponse allemande à la supériorité blindée alliée. L'arme censée permettre même à un adolescent enrôlé de stopper un char de 30 tonnes est un raté entre ses mains. La tourelle du Sherman commence à pivoter vers sa position. Il lui reste peut-être 10 secondes avant que le canon de 75 mm ne le repère. Ce que le soldat Becker fait ensuite viole chaque règlement d'entraînement, chaque protocole de sécurité, chaque ordre explicite qu'il a reçu durant sa formation accélérée aux armes anti-chars. C'est le genre d'improvisation de terrain qui tue les soldats bien plus souvent qu'elle ne les sauve. Mais en cette seconde, cette modification illégale va transformer un tube défectueux en une destruction que les équipages de chars américains évoqueront avec horreur lors de comptes rendus pendant des semaines. En mars 1945, la situation de l'Allemagne était devenue mathématiquement intenable. Le Reich, qui commandait autrefois de l'Atlantique à la Volga, se battait désormais à l'intérieur de ses propres frontières. Les forces américaines, britanniques et soviétiques convergeaient de 3 directions, et les défenseurs allemands étaient de plus en plus composés de milices du Volkssturm, d'adolescents des jeunesses hitlériennes et des restes d'unités de la Wehrmacht si épuisées qu'elle existait davantage sur le papier que dans la réalité. Mais l'Allemagne possédait encore un avantage tactique majeur, le Panzerfaust. Développé en 1943 en réponse aux tactiques blindées soviétiques, le Panzerfaust était une arme anti-char jetable tirée à l'épaule, capable de percer jusqu'à 200 mm de blindage, largement assez pour détruire n'importe quel char allié de face. Il était peu coûteux à produire, ne nécessitait aucune machine de précision. Il était assez simple pour qu'un civil envoyé au combat puisse apprendre à s'en servir en un après-midi. Et il était d'une efficacité dévastatrice à courte portée. Les statistiques confirmaient la menace. Dans les combats urbains des derniers mois de la guerre, l'infanterie équipée de Panzerfaust causa plus de pertes aux chars alliés que les blindés allemands eux-mêmes. Les Américains les appelaient « tuyaux de poêle ». Les tankistes britanniques les appelaient « les terreurs des chars ». Ce qui les rendait particulièrement mortels, c'était leur emploi tactique. Un soldat pouvait tirer depuis une fenêtre, un sous-sol, un tas de gravats, et l'équipage du char n'avait pour seul indice de l'origine du tir que le nuage de fumée. Et à ce moment-là, il était généralement trop tard. L'arme se composait d'un simple tube d'acier, avec une tête à charge creuse à l'avant et un mécanisme de mise à feu à l'arrière. Lorsqu'elle était activée, une petite char d'amorce enflammait 54 grammes de poudre noire propulsive, projetant l'ogive à une vitesse d'environ 30 mètres par seconde. À l'impact, la charge creuse concentrait la force explosive en un jet de métal surchauffé capable de percer le blindage d'un char comme un chalumeau coupe une feuille de papier. Le capitaine Michael Harmon, commandant d'une compagnie de Sherman au sein de la 9e division blindée, décrivit la menace du Panzerfaust dans un rapport d'après-action. On ne peut pas neutraliser ce qu'on ne voit pas. Les Boches pouvaient être n'importe où. Fenêtre du 2e étage, trappe de cave, derrière un mur de jardin. Au moment où on repérait la fumée, on était déjà touché. Nous avons perdu 4 chars à bonne en 6 heures. Tous attribués au Panzerfaust. 0 face à de vrais blindés allemands. Le Sherman, malgré sa légendaire fiabilité et l'affection que lui portaient les équipages américains, n'était pas conçu pour ce type de guerre. Son blindage frontal de 76 mm pouvait arrêter la plupart des projectiles anti-chars à énergie cinétique allemand, mais les charges creuses se moquaient de l'épaisseur du blindage. L'ogive du Panzerfaust pouvait transpercer le flanc du Sherman à 60 mètres avec une quasi-certitude. À 30 mètres, elle était pratiquement irrésistible. Ce qui rendait cette menace véritablement cauchemardesque pour les tankistes alliés, c'était la qualité des soldats allemands qui manipulaient ces armes. En mars 1945, cette qualité s'était effondrée. Le Panzerfaust était désormais remis à des hommes qui, quelques semaines plus tôt, étaient encore fermiers, boutiquiers ou ouvriers d'usine.
Des conscrits du Volkssturm âgés de 16 à 60 en recevaient ces armes avec un minimum d'instructions et étaient envoyés tenir des positions impossibles face à l'avancée écrasante des Alliés. La norme d'entraînement avait chuté de 2 semaines d'instruction à, dans certains cas, une simple démonstration d'un après-midi. Les défaillances mécaniques augmentaient à mesure que la qualité de fabrication se dégradait sous les bombardements alliés. Les amorces ne s'enflammaient pas. Les charges propulsives étaient irrégulières. Certains Panzerfaust explosaient dans les mains de leur opérateur. D'autres ne tiraient tout simplement pas. Mais l'arme restait terrifiante à cause du nombre incroyable d'exemplaires en circulation. Début 1945, l'Allemagne produisait environ 200 000 Panzerfaust par mois. Même avec un taux de défaillance dépassant 20%, cela signifiait des dizaines de milliers d'armes antichars fonctionnelles mises entre les mains de défenseurs désespérés, qui savaient que la défaite signerait la fin de tout ce qu'on leur avait enseigné de protéger. Pour les tankistes alliés avançant en Allemagne, chaque bâtiment détruit était une embuscade potentielle. Chaque coin de rue était une zone de mise à mort. Et chaque adolescent tenant un tuyau de poêle était une menace capable de mettre fin à votre guerre en une seule seconde terrible. La doctrine tactique allemande du début de 1945 considérait les pannes de Panzerfaust comme des pertes acceptables dans une stratégie d'attrition globale. Les manuels d'instruction reconnaissaient que 15 à 25% des armes pouvaient mal fonctionner, mais insistaient sur le fait que l'opérateur devait simplement jeter l'arme défectueuse et en récupérer une autre dans les dépôts de ravitaillement. En théorie, cela avait du sens. Pourquoi perdre du temps à réparer une arme jetable quand les remplaçantes étaient abondantes? En pratique, dans les rues chaotiques des villes allemandes en train de s'effondrer, cette doctrine était mortellement déconnectée de la réalité. Les lignes d'approvisionnement s'étaient désintégrées. Un simple soldat du Volkssturm en position avancée ne pouvait pas réquisitionner un autre Panzerfaust après un raté. Le sous-officier du ravitaillement se trouvait 3 kilomètres derrière les lignes ennemies, s'il était encore en vie. Les positions étaient submergées quelques minutes après l'apparition des blindés alliés. Des soldats comme Hans Becker combattaient avec les munitions qu'on leur avait distribuées le matin même, et quand celles-ci faisaient défaut, ils mouraient. Pendant ce temps, les commandants de chars américains avaient développé une confiance méprisante à l'égard des capacités anti-chars allemandes, une confiance qui frôlait la dangereuse complaisance. Après avoir rencontré d'innombrables combattants du Volkssturm prenant la fuite à la simple vue d'un Sherman, après avoir traversé des villes où la seule résistance venait de vieillards armés de fusils de chasse, de nombreux équipages commencèrent à sous-estimer la létalité des défenseurs allemands encore en place. Le lieutenant Robert Kessler, commandant un Sherman au sein de la 3e division blindée, écrivit dans son journal « La Wehrmacht qui nous a combattus en France a disparu. Ce qu'il en reste, ce sont des enfants et des grands-pères qui savent à peine de quel côté tenir un fusil. Nous ne nous retranchons même plus dans les villes. Les Boches fuient ou se rendent. Et quand ils essaient encore de se battre, leur équipement est aussi usé qu'eux. » Cette analyse n'était pas entièrement fausse. La résistance allemande s'effondrait sur tout le front occidental, mais cette situation engendra une erreur tactique fatale, l'idée qu'un équipement défaillant ne représentait plus aucune menace. Des équipages de chars qui, en Normandie, auraient avancé avec une prudence extrême dans le bocage, progressaient désormais à travers les zones urbaines allemandes avec les trappes ouvertes, les commandants exposés, à des vitesses trop élevées pour que l'infanterie puisse suivre. Ils ne pouvaient pas savoir que le désespoir engendre l'innovation au niveau du soldat plus vite que n'importe quelle directive d'état-major. Les soldats allemands coincés en position avancée avec des armes défectueuses ne suivaient plus les manuels d'instruction. Ils improvisaient. Certains tentaient d'enflammer manuellement la charge propulsive des Panzerfaust à l'aide de cartouches de fusil. D'autres essayaient de démonter les amorces d'armes fonctionnelles pour les installer sur celles qui ne marchaient plus, un procédé qui entraîna davantage d'explosions accidentelles que de réparations réussies. Quelques hommes désespérés tentèrent d'utiliser les ogives de Panzerfaust comme chars de démolition placés à la main, mais transporter une charge creusant son tube de lancement se terminait le plus souvent par une balle avant même d'atteindre le char. Pourtant, parfois, dans cet infime espace entre la réglementation et la survie, un soldat découvrait quelque chose qui fonctionnait réellement. Ces modifications de terrain ne furent jamais consignées dans les rapports officiels. Les officiers de la Wehrmacht qui survécurent à la guerre n'en parlèrent pas. Les services de renseignement alliés ne les répertorièrent jamais. Elle existait dans cet espace chaotique où la discipline militaire rencontre l'instinct de survie, là où les règles qui gouvernent les armées se réduisent à des décisions individuelles prises en quelques secondes. Puis vint Remajan, et le soldat Hans Becker, et un Panzerfaust défectueux qui devait absolument fonctionner. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez et ce que vous savez des tactiques antichars allemandes de la fin de la guerre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ces modifications improvisées de Panzerfaust.
Et si vous appréciez ces plongées approfondies dans l'innovation militaire de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous. Ces récits demandent un travail de recherche sérieux pour être précis, et savoir que vous êtes là rend tout cela utile. Le soldat Hans Becker n'était pas un génie de l'ingénierie. Ce n'était pas un spécialiste des armes. 6 semaines plus tôt, il travaillait encore dans l'atelier de menuiserie de son père en Bavière, fabriquant des meubles pour des familles qui avaient encore un foyer à meubler. Mais il avait grandi en chassant dans les forêts bavaroises. Et il comprenait le principe fondamental de toute arme à feu qu'il avait tenue entre ses mains. Si l'amorce ne s'enflamme pas, il faut lui appliquer plus de force. Le Sherman n'est plus qu'à 40 mètres, sa tourelle pivotant lentement vers sa position. À travers les décombres, il distingue la tête et les épaules du commandant du char, exposés dans la coupole. Une pratique courante chez les Américains dans les zones où la résistance est effondrée. Ils ne s'attendent pas à combattre. Les mains de Becker tremblent lorsqu'il extrait la petite capsule de percussion du mécanisme de mise à feu du Panzerfaust. Cette capsule est censée s'enflammer lorsque le percuteur la frappe, déclenchant la poudre noire qui propulse l'ogive. Mais celle-ci est défectueuse ou a absorbé l'humidité durant des semaines de stockage dans des caves humides et des bâtiments en ruine. Il n'a aucune capsule de rechange. Il n'a pas d'autre Panzerfaust. Ce qu'il a, ce sont 2 cartouches de fusil dans sa poche et une compréhension du fonctionnement de la percussion. La modification prend 8 secondes. Il place une cartouche de fusil, une 7,92 x 57 mm Mauser, directement contre la capsule d'amorce exposée, la maintenant en place avec son pouce. Puis il repositionne le Panzerfaust contre son épaule. L'arme est maintenant absurdement déséquilibrée. Il maintient une cartouche de fusil contre le mécanisme de mise à feu de la main gauche tout en essayant de viser de la droite. Le Sherman est à 35 mètres. La tourelle continue de pivoter. Il entend maintenant les voix des Américains. Une conversation banale qu'il ne comprend pas. Ce que Becker tente viole tous les protocoles de sécurité pour une seule raison. Si la cartouche de fusil explose au lieu de se contenter de transmettre sa force de percussion à l'amorce du Panzerfaust, elle explosera directement à côté de son visage. L'étui en laiton se fragmentera. L'explosion ne sera pas contenue. Dans le meilleur des cas, il perdra sa main gauche et la majeure partie de sa vue. Plus probablement, il mourra sur le champ. Mais le canon de 75 mm du Sherman est presque braqué sur lui maintenant, et mourir dans 3 secondes lui semble plus certain que mourir en une. Il presse le mécanisme de tir du Panzerfaust. Le percuteur frappe la base de la cartouche de fusil. Pendant une fraction de seconde, rien ne se passe. Puis l'amorce de la cartouche s'enflamme dans un claquement sec. Mais au lieu de faire exploser l'ensemble de la cartouche, la force de percussion se transmet à travers la balle et l'étui directement à la capsule d'amorce du Panzerfaust. Celle-ci s'enflamme. La poudre noire s'embrase et 54 grammes de force explosive propulsent l'ogive à char creuseur du tube à une vitesse de 30 mètres par seconde. Becker ne voit pas l'impact. Le souffle arrière du Panzerfaust remplit son champ de vision de fumée et de poussière. Il roule déjà de côté dans les gravats, s'attendant à ce qu'un tir de mitrailleuse le balaie à son ancienne position. La cartouche de fusil n'a, miraculeusement, pas explosé dans sa main. La force a été juste suffisante pour déclencher l'amorce sans faire détonner la poudre. L'ogive frappe le flanc droit du Sherman sous un angle de 60 degrés, exactement à l'endroit où la caisse rejoint la couronne de la tourelle. La charge creuse détonne, concentrant 200 grammes de peintrite en un jet de cuivre surchauffé se déplaçant à 8000 mètres par seconde. Le jet traverse 51 mm de blindage en quelques microsecondes, puis pénètre à l'intérieur du char. À l'intérieur du Sherman, l'effet est catastrophique. Le jet pénétrant ne se contente pas de percer le blindage. Il crée un cône de métal en fusion et d'acier fragmenté qui explose dans le compartiment de l'équipage à une vitesse hypersonique. Le tireur, le sergent Thomas Raburn, meurt instantanément lorsque le jet le frappe en pleine poitrine. Le chargeur est touché par des éclats et s'effondre sur les racks de munitions. Le commandant de char, toujours exposé dans la coupole, sent tout le véhicule tressaillir tandis que l'équipage en dessous crie de douleur. La fumée commence à s'échapper par la couronne de tourelle. Le conducteur, le caporal James Mitchell, a peut-être 3 secondes de compréhension confuse. Quelque chose les a frappés. L'équipage est blessé. Le char est en feu. Avant même de réaliser que les munitions commencent à exploser, il ouvre sa trappe et s'échappe. Le conducteur adjoint le suit. Il s'élance dans la rue au moment où la première explosion secondaire déchire l'intérieur du Sherman. 30 secondes après l'impact, le char est en flammes. 1 minute plus tard, les munitions du canon principal détonnent dans une explosion qui arrache complètement la tourelle de son anneau. Elle retombe à l'envers, à 6 mètres du châssis. 4 tonnes d'acier transformé en monument à la vitesse à laquelle la guerre blindée peut transformer un équipage protégé en victime. Becker,
toujours plaqué dans les gravats à 40 mètres de là, regarde le Sherman brûler et réalise qu'il est encore en vie. Le mécanisme de tir modifié a fonctionné. Le transfert de percussion improvisé a fonctionné. Le tir a atteint sa cible et il a accompli ce que la Wehrmacht avait tenté de réaliser à coups de millions de Reichsmark avec des armes de précision et des soldats entraînés. Un adolescent avec 6 semaines d'instruction vient de détruire un char Sherman avec une arme qui était supposée ne pas fonctionner. Il ne célèbre pas. Il voit déjà l'infanterie américaine avancer 2 pâtés de maisons plus loin, et il sait que la destruction du char entraînera des représailles immédiates. Il abandonne le tube vide du Panzerfaust, récupère son fusil et disparaît dans les ruines de Remagen avant que l'infanterie américaine n'atteigne le char en flammes. Il survivra à la guerre. La modification qu'il a improvisée en 8 secondes de désespoir ne sera consignée dans aucun manuel d'instruction de la Wehrmacht, n'apparaîtra dans aucun rapport officiel après action, et sera oubliée par l'histoire comme un simple char de plus détruit par le feu ennemi durant les dernières semaines chaotiques de l'effondrement du Troisième Reich. Mais les équipages américains qui examinèrent le Sherman carbonisé découvrirent quelque chose qui les troubla profondément, des fragments de cartouches de fusil près du point d'impact du Panzerfaust et la preuve que l'arme avait été modifiée sur le terrain. Quelqu'un avait trouvé comment faire fonctionner une arme brisée, et si un soldat allemand l'avait compris, d'autres pouvaient en faire autant. L'examen du Sherman détruit eut lieu quelques heures seulement après l'engagement. Les officiers du renseignement technique américain, habitués à analyser les tactiques antichars allemandes, découvrirent les fragments de cartouches et comprirent immédiatement les implications. Un soldat sans formation spécialisée et sans équipement fonctionnel avait improvisé une modification de terrain contournant entièrement les dispositifs de sécurité de l'arme. Le capitaine Gerald Hoffmann, officier d'ordonnance affecté à la 9e division blindée, consigna ses conclusions dans un bulletin technique distribué aux compagnies de chars sur tout le front occidental. Le langage était clinique, mais l'inquiétude était évidente. Le personnel ennemi a démontré sa capacité à modifier des armes Panzerfaust défectueuses à l'aide de munitions standards de fusils servant de mécanisme de transfert de percussion. Cette modification contourne les dispositifs de sécurité normaux et peut restaurer le fonctionnement d'armes auparavant considérées comme non menaçantes. Les opérateurs montrent une volonté d'accepter un risque personnel considérable afin de rendre l'arme fonctionnelle. Ce qui rendait cette découverte particulièrement inquiétante était la réalité mathématique qu'elle révélait. Les services de renseignement alliés estimaient que 15 à 25% des Panzerfaust allemands étaient défectueux en raison de défauts de fabrication et de mauvaises conditions de stockage. Les équipages de chars avaient été entraînés à reconnaître un Panzerfaust qui ne tirait pas. Le soldat jetait alors habituellement l'arme et battait en retraite, se retirant de fait de la menace. Mais si même un faible pourcentage de soldats allemands adoptaient cette technique improvisée de modification, le nombre d'armes antichars fonctionnelles entre leurs mains augmenterait de façon spectaculaire. Une défaillance n'était plus un répit. Ce n'était plus qu'un délai de 3 secondes avant une attaque potentiellement mortelle. L'analyse technique expliqua pourquoi la modification fonctionnait. L'amorce d'une cartouche standard de fusil Mauser de 7,92 mm contient environ 5 mg de stiffnate de plomb. Lorsqu'elle est percutée, cette substance détonne avec une force suffisante pour enflammer la charge de poudre de la cartouche. Mais si la cartouche est correctement positionnée contre l'amorce du Panzerfaust, l'onde de percussion peut traverser l'étui en laiton et déclencher l'amorce plus grande du Panzerfaust lui-même. C'est une procédure extrêmement dangereuse. La marge d'erreur se mesure en millimètres. Si la cartouche est placée ne serait-ce que légèrement de travers, elle explosera complètement, tuant l'opérateur. Si l'amorce du Panzerfaust est trop détériorée, même la percussion transmise ne suffira pas à l'enflammer. La technique exige des mains stables, un positionnement précis et un niveau de désespoir qui dépasse l'instinct élémentaire de survie. En testant des Panzerfaust capturés avec des dysfonctionnements simulés, les spécialistes américains de l'ordonnance obtinrent un taux de réussite d'environ 40% avec la méthode de la cartouche de fusil. Dans 60% des essais, soit le Panzerfaust ne s'enclenchait pas, soit la cartouche de fusil explosait de façon catastrophique. Aucun soldat américain entraîné, lorsqu'on lui laissait le choix, ne se porta volontaire pour tenter cette modification en conditions de combat. Mais les soldats allemands de mars 1945 n'agissaient plus selon des calculs de risques normaux. Ils défendaient des villes où vivaient leurs familles. Ils obéissaient aux ordres d'officiers qui les auraient abattus pour désertion. On leur répétait que chaque heure de résistance permettait l'arrivée d'armes miracles, l'ouverture de négociations de paix ou quelque renversement miraculeux du destin qui sauverait l'Allemagne de la défaite totale. Dans ce contexte, une chance de 40% de détruire un char contre 60% de mourir en essayant valait mieux qu'une certitude de 100% d'être balayé sans se battre. Les bulletins tactiques diffusés aux équipages de chars alliés reflétèrent cette nouvelle réalité.
Les commandants furent maintenant tenus de fermer toutes les trappes dans les zones urbaines, quel que soit le niveau apparent de résistance. L'infanterie devait nettoyer les bâtiments avant toute progression des blindés. Tout soldat allemand observé avec un Panzerfaust, fonctionnel ou apparemment défectueux, devait être engagé immédiatement, sans attendre de confirmation de son intention hostile. Les hypothèses qui avaient rendu les opérations urbaines relativement sûres pour les blindés américains au début de 1945 furent révisées. Une arme brisée n'était plus une menace neutralisée. C'était une menace qui pouvait simplement mettre un peu plus de temps à se matérialiser. L'impact tactique immédiat de cette technique d'improvisation resta toutefois limité par un fait simple. La guerre prit fin 8 semaines après l'engagement de Remagen. L'Allemagne capitula le 8 mai 1945, et l'immense majorité des soldats du Volkssturm n'apprit jamais l'existence de la modification par cartouche de fusil, car les réseaux de communication de la Wehrmacht avaient pratiquement cessé de fonctionner. La technique resta confinée à des soldats isolés qui la découvrirent indépendamment par désespoir, plutôt que par un enseignement organisé. Le soldat Hans Becker survécut aux dernières semaines de la guerre et se rendit aux forces américaines le 24 avril 1945. Lors de son interrogatoire, il ne fit aucune mention de sa modification improvisée. En partie parce qu'il n'avait pas conscience de son importance, et en partie parce qu'admettre la destruction d'un char américain semblait peu avisé alors qu'il se trouvait assis face à des officiers du renseignement américain. Il fut envoyé dans un camp de prisonniers de guerre, libéré en août 1945, puis retourna en Bavière pour reprendre le travail dans l'atelier de menuiserie de son père. Il mourut en 1998 et rien n'indique qu'il ait jamais parlé publiquement de l'engagement de Remagen. Les 4 membres d'équipage américain à bord du Sherman, détruits, connurent des destins différents. Le sergent Raburn et le chargeur, le soldat de première classe Daniel O'Connor, furent tués lors de l'impact initial. Le commandant de char, le lieutenant Howard Banks et le copilote survécurent avec des blessures et furent évacués vers des hôpitaux de campagne. Le conducteur, le caporal Mitchell, écrivit plus tard que la rapidité de l'attaque du premier impact à la détonation catastrophique des munitions avait été d'environ 45 secondes, plus rapide que tout autre combat qu'il avait connu en 8 mois de guerre. Mais l'héritage intellectuel de cette improvisation dépassa largement la Seconde Guerre mondiale. Les analyses d'après-guerre sur la lutte anti-char mirent en avant l'importance cruciale de la fiabilité des armes, plus encore que leur sophistication. Le lance-roquettes américain M72 LAW, développé au début des années 1960, intégra plusieurs mécanismes de mise à feu redondants, précisément pour éviter le type de dysfonctionnement qui avait forcé l'improvisation de Becker. Le développement du RPG-7 soviétique inclut des tests environnementaux approfondis afin de garantir le bon fonctionnement des amorces sous l'humidité, le froid extrême et dans des conditions de stockage dégradées. La doctrine moderne d'instruction militaire aborde désormais explicitement l'improvisation sur le terrain dans la catégorie de la résolution adaptative de problèmes sous stress de combat. Les cours des forces spéciales enseignent aux soldats à évaluer le rapport risque-bénéfice lorsqu'ils envisagent de modifier un équipement défectueux. Le principe fondamental selon lequel un soldat confronté à une mort imminente tentera des solutions que les règles de sécurité en temps de paix n'autoriseraient jamais est désormais formellement reconnu par la recherche en psychologie militaire. La leçon plus large que les forces de l'OTAN tirèrent pendant la guerre froide fut contre-intuitive. Les armes ennemies peu fiables sont plus dangereuses que les armes fiables, et non l'inverse. Car l'irrégularité engendre l'improvisation, et l'improvisation produit parfois des solutions que la doctrine standard n'a jamais anticipées. Un soldat soviétique muni d'un RPG défectueux, susceptible de tenter une modification de terrain, représente une menace plus imprévisible qu'un soldat suivant des procédures normales. Les analyses historiques de l'efficacité anti-char allemande de la fin de la guerre se concentrent souvent sur les caractéristiques techniques des Panzerfaust et leur nombre de déploiements. On parle beaucoup plus rarement du profil psychologique de soldats prêts à risquer une mort immédiate pour rendre une arme brisée fonctionnelle. Cette volonté, née du désespoir, de l'endoctrinement ou de la simple détermination à lutter contre des forces écrasantes, était peut-être plus dangereuse encore que l'arme elle-même. Dans le calcul de la guerre blindée, un Sherman en flammes détruit par un adolescent à l'aide d'une arme défectueuse représente plus qu'une simple perte tactique. Il incarne l'instant précis où les évaluations standards de la menace ont échoué à tenir compte du désespoir humain. La doctrine militaire est rédigée par des officiers dans des états-majors sécurisés, testée sur des champs d'entraînement avec du matériel fonctionnel et distribuée à des soldats censés appliquer des procédures fondées sur l'hypothèse que le monde fonctionne comme prévu. Mais le combat, c'est ce qui survient lorsque ces plans rencontrent la réalité. Lorsque l'arme ne tire pas, lorsque l'ennemi ne se replie pas, lorsque l'option sera disparue 30 secondes plus tôt et que la survie exige des choix qu'aucun manuel d'instruction n'a jamais envisagés.
L'improvisation du soldat Becker n'était pas du génie. C'était du désespoir transformé en action dans les 8 secondes séparant la panne de la mort. Elle violait toutes les règles de sécurité, parce que les règles de sécurité sont écrites pour ceux qui ont le luxe de survivre assez longtemps pour en subir les conséquences. À cet instant précis, coincé dans les gravats avec un char fonçant sur lui, le calcul était simple. Mourir en respectant les règles, ou risquer de mourir en les brisant. Le Sherman brûlant dans les rues de Remagen fut le 4447, char américain perdu sur le théâtre d'opérations européen. Ses membres d'équipage comptaient parmi les 1576 tankistes américains tués rien qu'au mois de mars 1945. L'engagement dura 45 secondes entre le premier tir et l'évacuation. Et il eut lieu parce qu'une arme défectueuse rencontra un soldat qui refusa d'accepter cette défaillance comme une défaite. Parfois, la différence entre une menace neutralisée et une menace mortelle ne tient pas à l'état de l'arme. Elle tient au désespoir de celui qui la tient. Cette vérité, apprise dans les rues effondrées de l'Allemagne nazie, demeure dérangeante car elle suggère que même une supériorité matérielle totale ne peut éliminer l'imprévisibilité humaine. Une arme brisée, une modification illégale, un équipage de Sherman qui comprit trop tard que le désespoir est plus fort que la réglementation. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi en la recherchant, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il existe des dizaines d'histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale qui méritent d'être racontées, et je vous en proposerai une nouvelle chaque semaine. Que devrais-je traiter ensuite? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.